Bonjour à toutes et à tous. Mes chers collègues, ce matin, je suis particulièrement heureuse d'accueillir en votre nom Monsieur Julien Bargeton, sénateur de Paris, qui a rendu il y a quelques semaines un rapport sur le financement de la filière musicale et du Centre national de la musique, plus communément connu sous le nom de CNM, puisque c'est l'acronyme que l'on va entendre toute la matinée, commandé par la Première ministre Elisabeth Borne en octobre 2022. Dès mon arrivée à la présidence de cette commission, mon attention a été attirée sur ce sujet, raison pour laquelle nous avons auditionné M. Jean-Philippe Thiellet, le président du Centre national de la musique, au début du mois d'octobre dernier. Il nous avait indiqué que la situation financière du CNM lui permettrait de faire face à ses missions en 2023, mais qu'un financement pérenne devait être trouvé à partir de 2024. Or, les modalités de ce financement sont l'objet de débats nourris entre les acteurs du secteur. Et donc, monsieur le sénateur, votre rapport a expertisé les différentes possibilités de financement et propose notamment la création d'une taxe sur la consommation de musique en flux, donc que l'on appelle aussi le streaming. Donc, avant de vous laisser nous présenter vos conclusions, je vais me permettre de vous poser quelques questions, notamment quelles pistes vous semblent possibles pour améliorer l'observatoire de l'économie du CNM ? Dans quelle mesure l'application du modèle du CNC qui permettrait de systématiser l'utilisation des outils de mesure serait-elle envisageable? Et s'agissant du financement, comment avez-vous déterminé le taux de la taxe à 1,75% et quel est le rendement attendu de cette contribution? Et comment avez-vous pris en compte la différence des taux de TVA applicables aux deux secteurs? Voilà, donc monsieur le sénateur, je vais vous donner la parole pour une intervention liminaire d'environ une quinzaine de minutes et qui sera ensuite suivie des questions des orateurs de groupe. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci aux collègues de l'Assemblée nationale de m'accueillir pour présenter ce rapport. Je suis vraiment très heureux de pouvoir me livrer à cet exercice devant vous ce matin. Comme vous l'avez dit, la Première ministre m'a confié une mission sur le financement de la filière musicale. Et la première chose, je vais essayer d'être bref pour que nous ayons le temps pour des questions. Si je suis un peu long, vous me donnez un coup de coude, Madame la Présidente. La première chose que nous avons constatée, c'est que la situation de la musique n'est plus du tout celle qui a prévalu au rapport précédent, et même d'ailleurs au moment de la création du Centre national de la musique. Nous avons constaté quelques faits. Tout d'abord, il y a un rattrapage du chiffre d'affaires de la musique au niveau mondial. La musique, c'est à la fois le spectacle vivant et la musique enregistrée, et c'est toutes les formes de musique, toutes les esthétiques, du classique jusqu'à la pop, en passant bien sûr par le jazz, musique du monde, etc. C'est donc à la fois, d'ailleurs, il faut le dire, un secteur qui est l'objet d'une industrie culturelle, avec des business models, etc., et puis également qui relève des politiques culturelles traditionnelles subventionnées par l'État ou les collectivités locales. Nous avons donc constaté un rattrapage au niveau mondial du chiffre d'affaires de la musique, qui s'explique par le flux, le stream. 65% des revenus sont désormais dégagés par le streaming, une grande majorité, bien sûr, par le streaming payant, 47%, et le reste, c'est le gratuit. Dans ce contexte-là, la France est plutôt en retard, puisque le taux de pénétration des abonnements aux plateformes payantes est moins fort qu'ailleurs. Il n'est que de 18% aujourd'hui en France. Et donc, le chiffre d'affaires de la musique globale enregistré de 920 millions, il n'a pas rattrapé le chiffre d'affaires au moment du pic du CD, c'est-à-dire donc du DIC, même s'il croît de 6,5% en France. Donc on a un secteur en croissance, mais évidemment qui n'a pas encore rattrapé son niveau. Le spectacle vivant connaît une reprise contrastée depuis le Covid. La reprise est réelle, 15% à peu près par an, donc il y a un retour dans les salles, mais vous le savez, cela dépend des jauges, les grosses jauges redémarrant beaucoup mieux que les petites, et certaines esthétiques redémarrant mieux que les autres. On va dire que les musiques nouvelles sont très bien reparties, alors que les musiques plus traditionnelles de patrimoine souffrent encore dans certains lieux. C'est le cas de nos orchestres ou de nos opéras. La répartition de la valeur, le système n'a pas connu de modifications profondes depuis 1985, les droits d'auteur, les droits voisins. C'est toujours le même système. Un artiste se rémunère par son cachet quand il se produit sur scène, par ce qu'il gagne avec son contrat de producteur.
Mais ce qu'on constate, c'est quelques phénomènes, on pourra y revenir si vous le souhaitez, une montée de l'autoproduction, soit des artistes bien établis qui préfèrent devenir leurs propres producteurs, soit parce que certaines compagnies jouent moins leur rôle de découverte et donc on est obligé de s'autoproduire. Et puis bien sûr, des phénomènes très nouveaux liés au fait qu'il n'y a plus de coûts de distribution, puisque 80 000 titres arrivent par jour sur les plateformes de streaming. 80 000 titres par jour. Donc ça veut dire que les coûts ont vraiment changé. Il n'y a plus de coûts de distribution, de stockage des CD, etc. Mais en revanche, on a un éclatement des fonctions. Et puis, on a des entreprises qui font, au contraire, du 360 degrés, c'est-à-dire qui font à la fois les tournées, la production, etc. Parce que, finalement, elles essayent d'accaparer l'ensemble de la chaîne de valeur dans un monde qui est extrêmement concurrentiel. Voilà pour avoir quelques faits stylisés. Notre conviction, ma conviction profonde, c'est que la musique a besoin d'une stratégie, d'une ambition renouvelée, comme pour d'autres industries culturelles. Historiquement, la musique n'en a pas bénéficié, on pourrait revenir aussi pourquoi. Il y avait un Centre national du cinéma et un Centre national du livre créé après la Seconde Guerre mondiale qui précèdent le ministère de la Culture. Ce n'a pas été le cas pour la musique. La musique a eu un grand plan, c'est le plan Landowski pour les orchestres, etc. Et puis ensuite, une deuxième étape, on pourrait aller être plus précis, mais une deuxième étape, notamment avec Jack Lang, qui est l'introduction de l'ensemble des musiques, notamment avec la labellisation des SMAC, et donc finalement avec l'introduction, sous l'impulsion de Michel Ferret notamment, l'introduction de toutes les musiques dans les soutiens musicaux. Mais depuis, effectivement, il n'y a rien eu jusqu'à la création du Centre national de la musique en 2020, qui était bien sûr la grande nouveauté. Or, notre conviction est que dans ce monde où il y a une bataille du soft power, la musique a besoin d'une stratégie ambitieuse. Pour l'exportation, certes l'exportation progresse, mais elle progresse moins en France que dans d'autres pays, donc ce qui fait que la place relative de la France a légèrement décru. Nous sommes passés à la 6e place et nous représentons désormais 4%. Et donc, ça s'explique parce que, notamment, il y en a qui ont des stratégies très offensives. On pense à la Corée du Sud. La Corée du Sud est 7e aujourd'hui, derrière la France, mais avec sa stratégie dite de la K-pop, elle pourrait nous rattraper et nous dépasser. Ça, c'est le premier plan. On peut bien décliner ce premier pilier. Il y aurait un deuxième pilier qui serait l'innovation. La musique a toujours été très impactée par l'innovation. On le voit, dès la création d'ailleurs des disques, eh bien, les standards de jazz se sont adaptés, en fait, à la durée des disques. On dit même que certains chefs d'orchestre accéléraient les ouvertures pour que ça tienne en 3 disques vinyles. Et c'est pour ça qu'on avait certaines interprétations extrêmement rapides de l'ouverture de Così ou de Noces de Figaro, par exemple. Donc, c'est un secteur toujours très impacté par la technologie. La première touchée par le piratage. Le piratage est derrière nous, mais avec le payant, il y a eu une acceptabilité de payer. Mais on a aujourd'hui l'intelligence artificielle qui permet de créer de la musique pour des dessins animés ou pour des films sans difficulté. On a la NFT, la blockchain, pour le spectacle vivant, la spatialisation sonore, énormément d'innovations qui viennent perturber le champ de la musique et une stratégie d'accompagnement des artistes pour se saisir des innovations me paraît indispensable. Autour, il y a Jean-Michel Jarre, par exemple, à qui on a confié une mission. Je crois que ce que disait le président de la République sur les industries culturelles doit valoir pleinement pour la musique au moment du plan de relance. Également, bien sûr, la création de richesses dans nos territoires. La musique, c'est un lieu de création de valeur et de richesse et d'emploi. Il y a énormément à faire, notamment sur les transferts de savoir-faire, les transferts de compétences, pour que finalement la musique vienne irriguer tous nos territoires. Le CNM fait déjà des choses, il nous semble qu'il faut l'amplifier. Et puis, bien sûr, un écosystème qui fait sa place aux indépendants. La musique, il y a à la fois des majors, c'est tout à fait légitime, des grosses entreprises, 3 grandes majors, des gros indépendants français, des petits labels. Et aujourd'hui, la chaîne de valeur a un peu changé. La découverte est plutôt assurée par les petits labels et ensuite les artistes passent de l'un à l'autre. Il faut donc, en logique de politique industrielle, assurer finalement la diversité d'un écosystème, ce qui serait le 4e pan d'une politique en faveur de la musique. Mais pour faire tout ça, il faut améliorer l'observation. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, nous souffrons d'une difficulté de statistiques par rapport à d'autres secteurs. Pourquoi ? Parce que les statistiques sont fournies par un des syndicats professionnels, le SNEP, et qui garde un peu les chiffres, alors même que le CNM a un rôle d'observation qui était prévu, un observatoire qui devait exister d'ailleurs déjà dans le Centre national des variétés. On pourra y revenir. L'observation doit venir être confortée sur ce sujet. Je voudrais prendre quelques exemples parce qu'on dit souvent des choses. 45% des écoutes sont en français, c'est vrai. Mais 43%, c'est de la musique anglo-saxonne. Donc quand on dit qu'il y a beaucoup de France, voilà, on est quasiment à l'équilibre.
Mais en revanche, 14% des références écoutées sont françaises et 56% des références sont anglo-saxonnes. Autre chiffre, 25% des écoutes sont du back catalogue, c'est-à-dire les catalogues amortis. Donc en réalité, certes, les nouveautés sont très présentes dans le 20%, et souvent, quand on présente les chiffres, on s'arrête au top 20 ou au top 50, mais quand on regarde en profondeur dans les écoutes, on a des chiffres qui sont plus contrastés. Et il faudrait davantage d'études, davantage d'analyses pour pouvoir creuser ce point. Il nous semble que le Centre national de la musique doit être le fer de lance, l'instrument de cette politique, assez naturellement. D'abord parce qu'il corrige déjà les imperfections du marché, vous les connaissez, je n'y reviens pas, c'est son rôle, la défense de la diversité des esthétiques, l'émergence pour que les jeunes talents puissent exister, et puis, bien sûr, là aussi, un certain nombre d'interventions transversales, je pense à l'égalité femmes-hommes, ou je pense bien sûr à la transition écologique, qui nous semble devoir être maintenue et confortée. Donc, c'est extrêmement important de le faire. Mais aussi, il a un rôle de rassemblement de la filière. Et ça, il commence à exercer cette fonction de façon satisfaisante. Il a extrêmement bien géré le Covid de l'avis de tous les acteurs. Il a permis vraiment d'amortir la crise Covid de façon très substantielle. Tous les acteurs le soulignent. Personne n'a disparu à cause du Covid en France. Ce n'est pas le cas à l'étranger. Et aussi, il joue un rôle de rassemblement de la filière dans ces commissions, alors qui sont parfois longues, un peu bureaucratiques, mais en tout cas, qui permettent à tous les acteurs de mieux se connaître, de se fréquenter, notamment entre spectacles vivants ou musique enregistrée. Il y a des évolutions qu'on peut apporter au CNM. Je pense à son conseil d'administration, le débat est ouvert, il est extrêmement fourni par rapport à d'autres, il y a 27 membres. Il y a un canal des aides très compliqué, il y a vraiment une quarantaine d'aides différentes, peut-être faudrait-il un peu les regrouper, les thématiser, accroître l'horizontalité. Il y a sans doute des améliorations à apporter au CNM, mais constatons que depuis sa création, il est venu finalement essayer de jouer son rôle de fédération de la maison commune de la musique dans une filière très éclatée. Comme vous pouvez le constater, 250 personnes ont été auditionnées pour ma mission, plus de 100 auditions. Pourquoi ? Parce que c'est une filière qui est extrêmement éclatée entre syndicats professionnels, entre acteurs, parce qu'il y a une diversité des fonctions, une diversité des métiers, une diversité de taille d'entreprise, une diversité de types d'entreprise, et une filière qui n'a pas historiquement l'habitude de se concerter au nom d'un intérêt commun supérieur vis-à-vis des institutions politiques. Et c'est au CNM de jouer ce rôle-là. Alors, comment le financer ? Tout d'abord, on a regardé toutes les pistes de façon extrêmement sérieuse, sereine, complète, parce que la lettre de mission disait bien qu'il fallait partir des besoins et ensuite évaluer la façon dont on le fait. J'insiste là-dessus. Le financement, il vient financer, appuyer une stratégie nouvelle ambitieuse pour la musique, dont le Centre national de la musique est l'acteur. C'est comme ça qu'il faut, me semble-t-il, voir les choses. Alors on a écarté des pistes, moi, qui m'étaient un peu chères, j'y tenais. La taxe sur les objets connectés, objectivement, ça rapporterait très peu, c'est extrêmement compliqué, il y a déjà la copie privée, il y a déjà une série de difficultés juridiques et économiques qui font que la taxe sur les objets connectés, à laquelle moi j'étais assez attaché, après l'avoir vraiment expertisée, me semble extrêmement compliquée. La taxe sur le numérique est souvent citée par les acteurs parce que c'est parfait, il y a une taxe qui existe, 650 millions, on va se brancher. Objectivement, commencer à créer un tuyau sur cette taxe qui ne concerne pas du tout la musique seulement, mais bien tout le numérique. Donc ça crée un précédent. Pourquoi est-ce que la presse ne le demanderait pas ? Ça a été écarté précisément lorsqu'on a créé cette taxe sur le numérique. Et notamment la musique en avait été plutôt exclue. Et en plus, elle est temporaire, vous le savez, puisqu'elle a vocation à être prise à un niveau beaucoup plus large. Donc c'est pourquoi nous l'avons écartée. Restent bien sûr les apports budgétaires, mais dans un cadre contraint, dire qu'on va rajouter du budget pour financer une nouvelle stratégie, c'est extrêmement compliqué. Et donc, j'opte pour une contribution sur ce qui marche. Ce qui marche, c'est bien sûr le streaming. Le streaming, je rappelle, c'est désormais 61% des revenus, et c'est une croissance de 15%. En revanche, pas sur le radio et le disque. Pourquoi est-ce que cette contribution qui existe sur le spectacle vivant aujourd'hui, le spectacle vivant a 3,5% de taxes, pourquoi est-ce que cette contribution me paraît légitime sur le streaming gratuit comme payant et pas sur le reste? Parce que les radios musicales sont plutôt en baisse dans leurs audiences et le disque physique également. Certes, le vinyle compense un peu la dégradation forte du CD, mais enfin, on n'est quand même pas dans une dynamique et il vaut mieux plutôt s'appuyer sur ce qui fonctionne. En contrepartie,
je propose de ramener le droit de tirage du spectacle vivant de 65 à 50%. Vous savez que lorsque la taxe billetterie qui est de 3,5 est payée, en fait, elle est rendue automatiquement, sans aucune condition, à hauteur de 2/3 à l'acteur qui la paye. Donc vous payez, je ne sais pas, 100 000 euros de taxes, on vous en rend automatiquement 65 000. Je propose qu'on passe à 50 000, c'est-à-dire à 50%, ce qui voudrait dire qu'on aurait une contribution équitablement répartie à 1,75 facialement, puisque 3,5 avec 50% de retour ou 1,75, ça correspond exactement à la même chose. Ça permettrait d'apporter à peu près 30 à 40 millions d'euros pour cette nouvelle stratégie, de pérenniser le Centre national de la musique, d'en faire une table ronde et au fond de financer, de faire participer tous les canaux qui le justifient. Je sais bien, j'entends des choses, vous allez sans doute en parler, je ne vais pas déflorer trop nos débats, mais le catalogue Bruce Springsteen, je dis ça au hasard parce qu'il se produit en ce moment, 500 millions d'euros. Catalogue, différents catalogues se vendent 500 millions de dollars, pardon. Donc, ça veut dire que il y a des gens qui croient à la musique, il y a des investissements massifs dans ce secteur. C'est donc bien qu'il y a une source de création de valeur. Au fond, l'aval financerait l'amont, les bas de catalogue financent les nouveautés, et selon une répartition équitable qui est assez bien assise pour ce qui existe pour le cinéma. C'est assez robuste et ça a fait preuve de son efficacité. Je voudrais terminer en disant que la réception du rapport est bonne, puisque 15 organisations professionnelles ont signé ensemble un soutien au rapport, et j'y ajoute la SACD. Restent les majors, on peut se le dire, de toute façon il faut être direct, les majors n'y sont pas favorables. Je précise que ces 3 majors, aucune n'a son centre de décision en France, ce qui différencie l'industrie musicale des autres industries, puisque pour le livre ou pour le cinéma, nous avons des grandes centres de production et des grandes majors françaises du livre ou du cinéma. Ça n'est plus le cas pour la musique. La musique classique a aussi bien pris le fait de participer, c'est nuancé, on en parlera, mais au fond, la musique classique, la FEVIS, les forces musicales ont envie de participer, de s'inscrire dans le Centre national de musique, puisqu'elles bénéficient, et elles bénéficieraient encore de davantage d'aide. Pour conclure, puisque j'ai un tout petit peu dépassé, mais vous voyez que je voulais quand même vous présenter les choses, l'éducation musicale, elle est en amont de tout. Elle a été citée par tous les acteurs, ça vaut une autre mission. Il y a déjà 50 pages et 50 pages d'annexes. Il faudrait sans doute se pencher en France sur l'éducation musicale, car l'une des raisons de la place de la musique en France par rapport à d'autres pays est sans doute, si on compare aux anglo-saxons, une place différente, moins importante de la musique à l'école, de la musique à l'université, de la musique dans nos vies, comme c'est le cas dans les familles allemandes, etc. Je ne m'étends pas, mais je sais que vous allez en parler, beaucoup d'acteurs en ont parlé. Il faudrait creuser ce point. Je le cite en conclusion. Je n'ai pas pu attaquer le sujet des conservatoires. Ça faisait trop par rapport à un sujet déjà suffisamment vaste. Voilà, Madame la Présidente. J'espère avoir été clair et complet et 16 minutes pour pouvoir débattre. Vous êtes nombreux. Vraiment, je vous remercie d'être venus si nombreux écouter la restitution de ce rapport. Merci, Monsieur le Sénateur. Effectivement, vous êtes dans les temps. Et donc, je vais demander à mes collègues, pareil, de tenir les temps aussi. Et nous allons commencer par Violette Spilbou pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Je souhaite en premier saluer au nom du groupe Renaissance la qualité du travail de notre collègue sénateur Julien Bargeton. Nous nous félicitons que cette mission vienne soutenir une filière musicale française ambitieuse avec des propositions à la hauteur de l'attente qui entourait la publication de ce rapport et aussi de l'attente et de la mobilisation des acteurs du secteur. Nous gardons en effet en mémoire les débats nourris et passionnés lors de la dernière loi de finances à ce sujet, qui montrent notre attachement collectif à la protection et au développement de la filière musicale et de la création artistique française. Lors de l'audition du président du CNM, nous avions entendu ses inquiétudes pour l'avenir. Les ressources du CNM étant assurées par un redéploiement de crédits en 2023, nous avions laissé ce sujet en suspens dans l'attente des conclusions de votre mission et dans la perspective des discussions au PLF 2024. La principale recommandation de votre rapport concerne la création d'une taxe de 1,75% sur les services de streaming pour financer le CNM. Il s'agit d'instaurer un mécanisme de solidarité similaire à celui qui existe dans le spectacle vivant, vous l'avez rappelé, afin de faire vivre la pluralité des répertoires. Tous les acteurs en conviennent. Le CNM a joué un rôle d'amortisseur majeur pendant la crise sanitaire. Il doit désormais se poser comme rassembleur de la filière pour devenir une véritable maison commune de la musique. Le groupe Renaissance salue cette proposition, mais compte tenu de la réception en demi-teinte de celle-ci, comment imaginez-vous pouvoir rassembler l'ensemble de la filière ?
Par ailleurs, le président du CNM a estimé à 50 millions d'euros les besoins annuels du CNM. Au regard de vos travaux, êtes-vous en mesure de mieux chiffrer les besoins en dépenses de l'établissement pour justifier vos propositions ? Enfin, vos préconisations financières s'accompagnent d'une vision stratégique pour la musique en France que vous venez de décliner. Je souhaite souligner 2 points. Le renforcement, vous l'avez dit, de l'éducation musicale, porte d'entrée essentielle vers la création artistique et la souveraineté culturelle française, et le soutien plus affirmé aux créateurs de musique contemporaine, souvent délaissés des politiques publiques. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le Rassemblement national, Philippe Ballard. Attendez, oui, c'est bon, oui. Vous avez le micro, vous pouvez recommencer. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Sénateur, chers collègues, l'année 2023 a marqué la fin des aides de l'État exceptionnelles pour la filière suite à la crise sanitaire dont le CNM a été gestionnaire alors qu'il venait tout juste d'être créé. Son utilité dans le secteur a fait ses preuves et la question de la pérennité de son financement a donc vu le jour. Cette filière, comme vous l'avez rappelé dans votre rapport, repose depuis 1985 sur un mécanisme de partage de la valeur basé sur le système des droits d'auteur et des droits voisins. Vous proposez dans votre rapport de créer une nouvelle taxe sur les revenus du streaming musical qui impacterait les géants du secteur comme Spotify ou Deezer. Mais est-il judicieux d'impacter une entreprise florissante française comme Deezer dans un contexte fiscal déjà débordant? Pourquoi risquer d'affaiblir les acteurs français du secteur alors que l'on parle à longueur de journée de souveraineté numérique et culturelle? De plus, comme les professionnels du secteur l'ont déjà dit, il est quasiment certain que cette taxe sera répercutée sur les consommateurs qui pâtissent déjà, on le sait, d'un pouvoir d'achat fortement restreint. Alors que YouTube ou le réseau social chinois TikTok sont incontournables désormais pour la filière musicale, pourquoi devrait-il échapper en grande partie à son financement? Il y a la concurrence aujourd'hui des applications de vidéos courtes comme TikTok qui gardent leur audience sans rémunérer la création musicale. Pourquoi ne pas imaginer une taxe GAFA pour le financement du CNM sur le même principe que la TSV qui impacterait les plateformes qui utilisent du contenu musical sur leurs vidéos comme YouTube ou donc TikTok? Ou bien, je l'ai préconisé dans mon rapport sur l'industrie musicale lors du PLF 2023, imaginez une taxe sur les enceintes connectées qui pourrait apporter un financement pérenne au CNM tout en impactant les GAFA et non les acteurs européens. Le secteur musical français est en pleine croissance et dispose d'une grande diversité d'offres. Nous devons nous préserver de mesures qui pourraient leur nuire indirectement. Continuons de défendre la souveraineté culturelle française. Merci. Merci, Monsieur le député. Pour LFI NUPES, Ségolène Amiot. Voilà. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Depuis sa création, la question du financement du Centre national de la musique est posée. Nous soutenons bien sûr un financement pérenne du CNM, mais celui-ci doit s'accompagner de garanties sur son indépendance, sa transparence et une gouvernance démocratique, notamment par l'élection de leurs représentants par les professionnels et l'intégration du public dans les commissions. Nous sommes favorables à un système de financement solidaire de l'ensemble des acteurs au sein de la filière musicale. Vous proposez pour cela la création d'une taxe sur le streaming dans ce rapport. Mais votre analyse passe sous silence le rééquilibrage nécessaire des aides distribuées afin de garantir la pluralité artistique et créative. Par ailleurs, nous estimons que le système de rémunération des artistes sur les plateformes doit être amélioré. Le modèle market-centrique utilisé aujourd'hui ne rémunère les ayants droit qu'en fonction de leur audience globale. Cela favorise les plus grands artistes, mais aussi l'explosion des faux streams. A contrario, le modèle user-centric répartit l'abonnement de chaque utilisateur en fonction de ses propres écoutes, rééquilibrant de façon bien plus neutre la rémunération des artistes. Pour finir, le CNM ne joue pas aujourd'hui complètement son rôle. Il doit permettre à tous les acteurs de la filière d'avoir accès aux aides, en particulier ceux qui sont les plus éloignés de ces dispositifs. Alors que 51% des artistes du top streaming sont référencés comme artistes de rap, peu de jeunes rappeurs font appel aux aides du CNM et en bénéficient, par méconnaissance ou lourdeur administrative. Monsieur le rapporteur, que proposez-vous pour rendre les aides du CNM accessibles à toutes et à tous? Et en plus de la taxe streaming,
pourquoi ne pas mettre davantage à contribution ce qui marche, comme vous l'avez dit, à savoir les majors, grands gagnants de la filière musicale? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour les Républicains, Frédéric Monnier. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, je souhaite vous interroger sur la logique d'équité sous laquelle vous placez vos travaux et sur la fameuse image d'un CNM sur ses deux jambes rendant nécessaire une contribution supplémentaire de la musique enregistrée. Il me semble que votre préconisation d'une taxe streaming à 1,75% ne procède pas d'une logique équitable entre les secteurs, mais plutôt d'une logique égalitaire, ce qui la rend potentiellement injuste dès lors que ces secteurs n'évoluent pas du tout dans les mêmes conditions. Je rappelle que le spectacle vivant a un chiffre d'affaires billetterie plus élevé que les ventes de musique enregistrées, qu'il a accepté de s'acquitter de la taxe billetterie en contrepartie d'une taxe TVA à 5,5, voire 2,10, pour la plupart des dates de tournée, qu'une part de cette taxe est en circuit fermé, puisque ce sont des aides automatiques, et que ce secteur peut compter sur un soutien très élevé du CNM et des aides publiques en général, notamment des collectivités. En face, la musique enregistrée s'acquitte d'une TVA à 20% sur l'ensemble des ventes de musique physique et numérique, contribuent au CNM par le biais du financement des organismes de gestion collective, producteurs, et compte sur un soutien beaucoup plus limité du CNM. Voilà deux secteurs de la maison commune qui n'ont pas le même environnement fiscal et que le CNM ne soutient pas dans les mêmes proportions. À vous lire, il faudrait pourtant qu'ils contribuent au moins au même niveau. Or, cela ne ferait qu'aggraver l'inéquité existante. Si l'on additionne les taux de TVA et de taxes affectés, la musique enregistrée serait imposée à 21,75 contre 3,85 pour le spectacle vivant, soit une différence de 17,9 points. Ne pensez-vous pas que le fondement de votre raisonnement gagnerait à être revu pour rechercher une logique d'équité effective et non de façade? Merci pour votre attention. Merci, Madame la députée. Pour les démocrates, Sophie Mette. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur, chers collègues. Lors de la mandature précédente, notre majorité avait créé avec enthousiasme le CNM, le Centre national de la musique. J'ai donc parcouru avec intérêt le rapport qui nous a été transmis et je vous remercie pour la mission que vous avez menée. Le CNM a la charge immense du soutien de la filière de la musique, première pratique culturelle des Français dans toutes ses pratiques, ses composantes et dans toute sa diversité. Vous l'écrivez, certaines esthétiques ne trouvent pas suffisamment de débouchés commerciaux pour subsister sans intervention publique. C'est la volonté de la France que de garantir un soutien aux pratiques culturelles qui font malgré tout sa richesse. Je note par exemple qu'aucune production de musique classique ou contemporaine n'est intrinsèquement rentable. Ces considérations vous mènent à la suivante. L'universalité du catalogue des plateformes de streaming ne peut suffire à régler cet enjeu de diffusion, de même que la disponibilité de très nombreux livres sur les sites d'achat en ligne ne règle pas celle de la diffusion du livre et de la lecture. Il s'agit plutôt de disposer d'un maillage des lieux sur le territoire, salle adaptée pour le spectacle vivant, amplifié ou non, réseau de disquaires pour la musique enregistrée, animation locale par la tenue de festivals. Une coordination avec les collectivités territoriales est prévue par la relative à la création du Centre national de la musique. Elle se traduit par la mise en place de contrats de filière et de conventions de partenariat. Chaque contrat est naturellement singulier en fonction des besoins et attentes des territoires concernés. Les dispositifs qui sont le plus fréquemment mis en œuvre relèvent de la professionnalisation des structures, de la coopération, de la diffusion en milieu rural, de l'insertion des artistes émergents et du transfert de savoir-faire. Que sait-on des résultats portés en la matière ? Comment toujours faire mieux pour la diffusion de la diversité musicale dans tous les territoires, y compris et notamment dans les territoires ruraux? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour Horizon et Apparentés, Agnès Carrel. Ah, excusez-moi, qui vient de s'absenter juste quelques instants. Donc, pour les écologistes NUPES, Sophie Tallier-Polian. Normalement, tu passes avant, mais bon. Oui, mais allez-y. Bon, j'y vais. Merci, Madame la Présidente. Merci à Julien Bargeton et à son rapport, excellent rapport du Sénat, qui nous a toujours habitués à la qualité. Petit clin d'œil, bien sûr, cher ex-collègue. Nous accueillons très, très favorablement ce rapport, dans la mesure où j'avais moi-même proposé au projet de loi de finances 2023 une imposition effectivement sur le streaming. Donc l'idée me semble évidemment excellente pour faire contribuer le secteur qui est le plus en dynamique
aujourd'hui à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une vraie politique culturelle en faveur de la musique, des musiques, que ce soit d'ailleurs dans toutes ces dimensions esthétiques, mais aussi dans toutes ces dimensions de pratique et de différentes de pratiques. À ce titre, le CNM est évidemment un opérateur qui a su trouver sa place. Donc nous saluons le travail. Son président, directeur, est venu d'ailleurs dans cette commission nous faire part d'un certain nombre de ses inquiétudes quant à la pérennité de son budget, sa capacité justement à mettre en œuvre et à développer. Donc là, ce rapport pose des pistes qui y répondent et cela nous semble une excellente chose. La seule petite, enfin, c'est pas petit d'ailleurs, mais c'est important. Aujourd'hui, nous considérons que la place des territoires n'est pas suffisante dans le CNM. Et nous pensons que d'autant plus s'il doit avoir une politique plus stratégique et une mise en œuvre déterminée et qui se déploie partout, la place des territoires doit y être plus importante dans son conseil d'administration, dans sa gouvernance. Et donc cela pose aussi, et cela permettrait de répondre à la question que vous avez laissée en suspens, et d'autres travaux certainement permettront d'y ajouter des éléments, l'éducation musicale et les pratiques amateurs, qui sont aussi le sel de la musique vivante dans notre pays. Merci, Madame la députée. Donc, pour Horizon et Parenté, Agnès Carrel. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, je vous remercie de votre participation aux travaux de notre commission ce matin, nous permettant d'évoquer à nouveau le financement du CNM. Enjeu majeur pour la dite maison de la musique, vous portez à travers ce rapport une stratégie forte et ambitieuse pour la musique française. Il aura fallu attendre l'année 2020 pour voir cette filière dotée d'un CNM, à l'instar de ce qui existe déjà pour le cinéma ou les livres. Et nous savons que le démarrage n'a pas été facilité par la crise du Covid. Nous saluons toutefois les budgets d'exception attribués en 2021 et 2022 pour soutenir la création musicale française et sa diffusion. Ce rapport nous permet d'appréhender les problématiques de financement auxquelles cet établissement fait face et d'apporter des pistes de réflexion pour nos travaux préparatoires du budget examinés à l'automne. Vous faites mention de la nécessité d'une politique de l'emploi et de la formation permettant la création de richesses économiques et son ruissellement. Pourriez-vous, monsieur le sénateur, nous préciser quelles formations et quels métiers en tension sont identifiés ? Comment pouvons-nous financer et rendre attractives ces filières pour contribuer au rayonnement et au développement de la musique en France ? Merci. Merci, Madame la députée. Pour les socialistes apparentés, Iñaki Etchaniz. Merci, Madame la Présidente, Monsieur Bargeton. Le Centre national de la musique, créé en janvier 2020, s'est retrouvé dès ses premiers mois de vie au cœur de la crise sanitaire. Son rôle fut alors de préserver la filière musicale grâce à un financement largement supporté par des aides exceptionnelles. L'ère du quoi qu'il en coûte étant terminée, se pose aujourd'hui la question d'un financement pérenne du CNM. Actuellement, le CNM est financé par une taxe qui ne s'applique qu'aux opérateurs des musiques actuelles et par une taxe sur la billetterie, alors qu'il soutient l'ensemble du secteur. Je vous rejoins donc, monsieur le sénateur, chers collègues, sur la nécessité de faire participer l'ensemble du secteur musical au financement du CNM. Afin de garantir l'équité, vous proposez que le secteur du streaming, en croissance de 13% entre 2021 et 2022, participe au financement du CNM à travers une contribution similaire à la taxe billetterie du spectacle vivant. Une telle proposition apporterait 20 millions d'euros et pourrait permettre au CNM de fonctionner sur ses deux jambes, en trouvant un équilibre entre le financement privé et financement public, mais également entre spectacle vivant et musique enregistrée. Vous dites avoir examiné toutes les pistes, mais la contribution des plateformes comme YouTube ne pourrait-elle pas, à travers une extension de la taxe bénéficiant déjà au CNC et en parallèle de vos préconisations, répondre aux besoins de financement du CNM ? Enfin, certains réseaux sociaux, comme TikTok, sont devenus incontournables pour la filière musicale, mais échappent à son financement. Ils sont peu évoqués dans votre rapport. Pourquoi n'envisagez-vous pas de les faire contribuer au financement du CNM ? Vu que nous sommes essentiellement sur le financement et que le temps va me manquer, je ne développerai pas sur la nécessité pour le CNM de soutenir les productions en langue régionale qui font partie de la diversité musicale et qui sont bien souvent absentes de nos ondes. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour GDR NUPES, Soumia Bouroua. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le sénateur, chers collègues.
Je commencerai par vous dire que nous soutenons pleinement la principale mesure de ce rapport, l'instauration d'une taxe à 1,75 sur le streaming pour compléter le financement du Centre national de la musique. Nous la soutenons d'autant plus que notre groupe avons déposé lors du PLF un amendement pour créer cette taxe. Nous avions à l'époque opté pour un taux à 1,5%. C'est donc avec espoir que nous aborderons le prochain PLF pour que cette fois notre amendement soit voté. Cette mesure part du constat partagé que le financement du CNM est en danger et ne peut pleinement jouer son rôle de soutien à la création, lui qui a émergé en pleine crise sanitaire. Mais nous avions déjà alerté sur ce risque de sous-financement en octobre 2019 lors de sa création, ce qui avait justifié à l'époque notre abstention. La musique enregistrée à travers le streaming génère énormément d'argent, 1,4 milliard de chiffre d'affaires. Il convient donc d'instaurer ce modèle vertueux de redistribution et ne pas laisser seul le spectacle vivant, qui lui est en crise, ou à l'État, le soin de financer l'intégralité du CNM, car celui-ci ne pourra remplir toutes ses fonctions. Monsieur le sénateur, vous faites rapidement mention de la situation des festivals dans votre rapport. J'aimerais y revenir. Ils font face à de nombreuses difficultés. La hausse du coût liée à l'inflation, la concurrence de plus en plus présente qui fait augmenter les coûts pour faire venir les artistes, notamment les cachets. Également le sujet climatique qui devient central car les festivals maintenant sont soumis aux aléas du climat. Enfin, la concentration du secteur est de plus en plus inquiétante. Les festivals indépendants souffrent et avec eux la diversité musicale présente dans ces festivals. Quelles sont vos préconisations autour de ces enjeux? Ma deuxième question pose sur le rôle des collectivités, déjà abordé. Nous savons que les collectivités territoriales jouent un rôle important dans le financement et l'accompagnement de la filière musicale. Celles-ci sont malheureusement trop peu associées au sein du CNM, avec juste une place au sein du CA. Avez-vous identifié les axes de travail autour? Merci Madame la députée. Pour le groupe Lyot, Béatrice Descamps. Merci. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur, merci également pour la présentation des conclusions de votre rapport au sein de notre commission. Le financement de la filière musicale est en effet aujourd'hui confronté à des enjeux majeurs et internationaux avec de véritables opportunités, notamment à l'export. Face à ces prérogatives, le CNM a aussi un rôle d'observation et de production de données pour mesurer la vitalité de la filière. Sur la problématique donc de l'export, le rapport flèche entre 15 et 20 millions d'euros vers ce grand objectif. Parallèlement, d'autres pistes de financement qui pourraient être mises en place par le CNM sans peser sur la dépense publique ne sont pas évoquées. À titre d'exemple, la mise en place de partenariats avec des opérateurs nationaux tels que la SNCF, Air France ou le groupe Accor n'est pas explorée alors que ce modèle témoigne de son efficacité dans le cinéma notamment. Aussi, pourquoi ne pas agir sur la réciprocité des échanges pour que nos artistes soient accueillis aux États-Unis aussi bien que les artistes américains le sont en Europe, sans surcharge administrative et financière. Par ailleurs, la page 32 préconise un fléchage au bénéfice de ceux qui sont appelés les gros indépendants, alors que nous avons la chance de compter plusieurs milliers de producteurs phonographiques dans notre pays qui supporteraient par ailleurs le coût de la taxe streaming. Pourquoi préconiser un type particulier d'entreprise au lieu de soutenir l'ensemble de nos artistes, quelle que soit l'entreprise qui les accompagne? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Et je rappelle à mes collègues qu'on entend très bien vos conversations d'ici et on entend un peu moins bien les orateurs. Donc, si vous pouviez faire un peu moins fort, ça permettrait à la personne que nous auditionnons ce matin de bien pouvoir entendre tout le monde. Monsieur le sénateur, c'est à vous pour les réponses. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour vos questions. J'avais oublié de présenter l'équipe qui m'a accompagné pendant cette mission. Donc, François Huirard, de l'Inspection générale des affaires culturelles, Guillaume Lachaussée, de l'Inspection générale des finances, et nous étions également accompagnés par une inspectrice générale des finances, Aude Charbonnier, qui n'a pas pu venir ce matin. Donc, je ne sais pas si ça se fait. Au Sénat, ils ont pu compléter, répondre. Je ne sais pas, c'est la présidente qui décide, qui passe la parole. Mais s'ils veulent compléter à un moment ou à un autre, ils sont bien sûr les bienvenus si vous l'acceptez. Première série de réponses. Je vais faire une réponse, mais il y a beaucoup de questions sur la contribution.
évidemment. Alors, tout d'abord, je voudrais lever une ambiguïté. Cette contribution concerne bien également YouTube, TikTok et le gratuit. Il y a certains lobbyistes qui ont bien fait leur travail, donc ils ont fait croire que ça ne concernait que le payant. Mais sur les 20 millions attendus, c'est à peu près moitié-moitié. Donc je le dis pour M. Ballard, Mme Monnier, voilà, que ce soit clair, le gratuit est évidemment dans l'assiette de cette contribution. Ça n'aurait aucun sens de promouvoir la souveraineté et de les en exonérer. Mais donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose sur l'acceptabilité, les conséquences, etc. Ça fait 15 à 17 centimes par abonnement, 75%. Donc, c'est tout à fait absorbable. Pour le consommateur, ce serait quand même très peu. Pour la plateforme, ce serait infiniment peu. Et surtout, la plateforme reverse 70% des revenus aux ayants droit. Mais ce qu'on appelle les ayants droit, c'est les producteurs en réalité. Ensuite, ce que touche l'artiste, ça dépend de la répartition dans les 70%, c'est-à-dire des contrats. Ce qui, justement, nous n'avons pas en matière musicale, contrairement au cinéma. Au cinéma, vous savez combien gagne un réalisateur, un comédien sur chaque film tourné. Sur la musique, il n'y a absolument pas de transparence sur la répartition de la valeur. Et c'est bien ça qu'on veut aussi accroître sur la question de l'observatoire. Donc ça, c'est quand même le point, il faut voir ce que ça représente. Sur la souveraineté et l'acceptabilité. Deezer, ce n'est pas un sujet de 17 centimes qui viendrait perturber Deezer, on peut se le dire entre nous. Quant au label phonographique, ils sont tous d'accord. L'UFPI, qui représente les indépendants, a signé avec les 15 organisations syndicales qui sont favorables aux recommandations. Donc en réalité, ça bute sur 3 majors qui ne veulent pas participer à un système de financement solidaire de la musique en France. Donc voilà pour répondre à ça. Et enfin, quand cette majorité d'ailleurs a créé la contribution pour Netflix, la mise en place, et l'a augmentée à 5,15, ça n'a eu aucune conséquence sur les abonnements. Ça n'a eu aucune conséquence sur la production audiovisuelle. Et donc, ça n'est pas du tout un taux de 1,75. Et par ailleurs, ils ont bien une TVA à 20% aussi, plus une obligation de contribution à 20% du chiffre d'affaires, plus une contribution à 5,15. Franchement, l'écosystème de la musique peut tout à fait absorber ce qui représente 15 centimes par abonnement. Voilà. Alors, pour répondre à quelques questions, peut-être ensuite. Donc, Madame Spielboot, oui, vous avez raison. Tout ça, c'est un cercle vicieux, ça profite, parce que les producteurs, la musique enregistrée, elle profite du spectacle vivant. C'est bien parce qu'il y a un système de salles, de festivals subventionnés qu'on connaît, qu'on découvre des artistes, et qu'ensuite ils sont promus et que donc on les stream, etc. Il y a donc bien, en fait, le fait que la musique enregistrée bénéficie également des politiques publiques en faveur du spectacle vivant. Et donc ça vient réinstaurer un cercle vertueux. C'est pour ça que moi, je pense qu'on peut rassembler autour de cette proposition si on se rend compte que cette vision stratégique bénéficiera aux acteurs concernés. Je veux dire, si on choisit 10 grands artistes à promouvoir chaque année en France, ben c'est très bien pour son producteur aussi. Moi, je pense qu'une filière, ça doit être des gros, des moyens et des petits. C'est la diversité. Hein, voilà. Et donc, si on aide un artiste à se promouvoir, eh bien, ça va bénéficier en fait à tout le monde, et y compris à la maison qui le produit. Et je partage sur la musique contemporaine. C'est pourquoi on propose également de mieux prendre en compte le classique, qui aujourd'hui est pris en compte, mais notamment le sujet de la musique contemporaine est un vrai sujet, je le partage. Sur M. Ballard, je vous ai répondu en grande partie. Quand même, j'insiste sur le fait qu'il y a une différence en matière de souveraineté culturelle entre la musique et les autres acteurs, puisque les majors n'ont pas leur centre de décision en France. Et ça, à mon avis, ça doit aussi être pris en compte. Et quant à Deezer, son sujet, à mon avis, n'est pas simplement 15 centimes par abonnement. L'enceinte connectée, je partage votre proposition. Vraiment, j'ai cherché. J'étais favorable. Je vais vous dire que j'ai même déposé un amendement au Sénat sur ce sujet, il y a quelques années. Donc vraiment, je l'ai porté, j'ai tout essayé, j'ai regardé. Ce serait vraiment une taxe à très faible rendement, qu'il est très compliqué d'affecter, très difficile à différencier avec la copie privée, parce que quand on télécharge, etc. Qu'est-ce qui sert d'enceinte ? Une enceinte, ça sert aussi à podcaster, parce que vous pouvez écouter la radio sur vos enceintes. Franchement, j'ai fait travailler les services de Bercy, je vous assure, hein, vous pouvez lire toute cette partie dans le rapport, c'est très détaillé. J'aurais aimé, je vous le dis franchement, j'aurais aimé pouvoir
défendre cette piste, et vous pouvez demander aux rapporteurs, je les ai vraiment fait travailler sur le sujet. Ça n'est pas pertinent après analyse sérieuse et réelle, et concrète. Je le regrette. Madame Amiot, je partage, je vous remercie pour ce que vous avez dit. Le CNM, me semble-t-il, moi, joue pleinement son rôle, mais vous avez raison, sur le rap, sur les musiques urbaines. Il y a une méconnaissance culturelle, etc., et il faut mettre en place. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est faire du push, c'est-à-dire aller voir cette filière, ne pas attendre qu'elle vienne, parce que c'est bureaucratique pour elle, vous avez raison, ne pas attendre qu'elle vienne, mais vraiment plus communiquer. Mais justement, si on met en place une grande stratégie comme ça, ça veut dire qu'on pourra davantage le faire, et notamment pour cette musique qui se tient parfois un peu éloignée des institutions, alors même qu'elle fonctionne très bien et qu'elle le mérite. On le voit avec le succès remporté par les Flammes au Châtelet. Sur le market centrique, l'usure centrique, il y a une étude du CNM. Je pense qu'il n'appartient pas, mais c'est ma position, aux législateurs de se prononcer sur quelque chose qui est une règle, voilà, un fonctionnement là vraiment interne d'un marché. Le débat n'est pas clos, parce que la musique classique, notamment, gagnerait beaucoup à un système user-centrique. Ça ne déplace pas tant que ça les masses, dit le CNM. Il y a une étude allemande qui dit un peu des choses différentes. Donc vous voyez, là aussi, c'est le rôle d'observation à renforcer, d'études à suivre dans la durée pour pouvoir travailler sur ces sujets-là et notamment pouvoir trancher avec tous les éléments en main. Les faux streams, il y a une étude également du CNM. Madame Monnier, je crois que je vous ai répondu. Je vous ai dit, donc sur Netflix, il y a aussi... La musique a refusé un système comme le livre, c'était historique, c'est il y a longtemps. Il n'y a pas eu la baisse de TVA, et puis un prix unique, et la défense de petits distributeurs, puisque les CD ont longtemps été distribués dans la grande distribution. C'était plutôt le choix historique qui a été fait dans les années 80-90 par la musique, alors que les éditeurs ont fini par accepter, enfin il y a eu cet accord historique de dire on a une TVA plus basse, on a un prix unique, ce qui est quand même très contraignant, mais ça nous permet de résoudre, de maintenir un système d'offres, c'est-à-dire des libraires partout, et qui fait que les gens découvrent les livres. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour la musique. Je dirais que c'est un peu derrière nous maintenant avec le choc numérique, et notamment le fait que ce n'est pas le CD qui va se vendre davantage, mais maintenant on a vraiment basculé dans un monde numérique. Et par ailleurs, Netflix, c'est 20%, plus 5,15. Donc voilà, il faut quand même aussi le rappeler. Et les aides publiques, c'est vrai qu'il y a des aides publiques, mais comme je vous l'ai dit, les aides publiques du spectacle vivant, c'est un tout. Et ça bénéficie par la découvrabilité à la musique enregistrée. Et le CNM a beaucoup aidé la musique enregistrée également pendant le Covid notamment, et continue. Il y a beaucoup d'aides pour la transition, il y a énormément d'aides du CNM, regardez dans ce qu'il verse, qui va à la musique enregistrée, aux petits labels, aux premiers disques, etc. Enfin, il y a énormément de systèmes complémentaires avec les crédits d'impôt qu'il pilote d'ailleurs. Sophie Met, merci pour tes mots, pour vos mots. Les contrats de filière, ça fait partie de ce qu'il faut renforcer dans cette nouvelle stratégie. Et la Nouvelle-Aquitaine fait des choses formidables. Il y a d'autres régions qui font des choses formidables. Il y a le Clermont-Ferrand qui a signé une convention. Donc oui, il faut que dans cette stratégie, dans l'un des piliers, c'est vraiment l'inscription plus forte du Centre national de la musique dans les territoires, en lien bien sûr avec les DRAC. Il ne faut pas que ça se marche sur les pieds, donc il faut préserver les compétences des DRAC et les compétences du CNM, mais travailler en accord pour avancer sur les territoires. Chère Sophie, chère collègue qui a démenti la fameuse assertion de Clémenceau selon laquelle un sénateur est un député qui s'obstine, eh bien, il y a parfois l'inverse. Comment dire ? Oui, la place des territoires. Alors, sur le sujet de la gouvernance, ça dépend quelle gouvernance on fait. Aujourd'hui, à chaque fois que j'ai vu quelqu'un dire « je veux être au CA », le CA, il y a déjà 27 membres, beaucoup plus que CNC. La question, c'est est-ce qu'on fait encore un plus gros CA où on met tout le monde, ou est-ce qu'on dit on fait peut-être un conseil d'administration un peu plus restreint, mais dans ce cas-là, le conseil professionnel prend toute sa place, prépare vraiment, se réunit plus souvent, et on peut y mettre évidemment plus de représentants des collectivités locales. Parce qu'effectivement, les collectivités locales que j'ai vues, on dit on n'est pas assez nombreux, mais il y a des indépendants qui m'ont dit mais il n'y a qu'un siège pour. Enfin, à chaque fois, on a rencontré 250 personnes et quasiment toutes voulaient leur siège au Centre national de la musique. Donc, je crois qu'il faut, à mon avis, articuler différemment la gouvernance du CNM. On fait une proposition. Voilà. Et bien sûr, d'accord sur les esthétiques, mais ça, c'est ce qui est fait. Madame Carrel, le ruissellement, les métiers en tension, c'est le rôle, justement, de cette stratégie de pouvoir identifier les métiers en tension, les formations prioritaires. Il y a des formations pour les régisseurs, notamment. Il y a tout ce qui est groupement d'employeurs, tout ce qui existe aussi en matière de transfert de savoir et de transfert de compétences, qui sont déjà dans les contrats de filière, mais aujourd'hui à un niveau qui n'est pas encore suffisant. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Vraiment, le CNM a pris à cœur son rôle de pilotage de ces contrats de filière, mais évidemment, si on met en place cette vraie stratégie, on pourra renforcer les formations
formation, notamment en faveur de métiers en tension, des métiers techniques. J'ai répondu, M. Canis, sur la taxe YouTube. Bien sûr que TikTok, bien sûr que YouTube serait amené à contribuer sans retirer rien au CNC. C'est un étage supplémentaire différent, parce qu'il ne faut évidemment pas toucher à la ressource du Centre national de la cinématographie. Et donc, comme YouTube est énormément utilisé pour écouter la musique, il y aurait une toute petite partie. Vraiment, tout ça, ça représente pour l'ensemble du gratuit 10 à 11 millions d'euros. Là aussi, c'est franchement absorbable par rapport à ce que représente la publicité qu'apportent les vidéos sur YouTube. Et oui, les musiques traditionnelles, nous les avons reçues. Ça fait partie, et régionale, et ça fait partie effectivement des secteurs qui sont soutenus, notamment via des labels, mais qui peuvent l'être davantage dans une nouvelle stratégie du CNM. Madame Bouhara, pour aller vite, le rôle des collectivités, je crois que j'en ai parlé. De la concentration, oui, il y a la concentration dans les festivals. Moi, je prends de la diversité. Ça ne me choque pas qu'il y ait des gros festivals qui attirent des grands artistes. C'est normal. Ça fait partie de l'attractivité. Mais il faut aussi des festivals moyens et des festivals petits. L'autorité de la concurrence estime qu'il n'y a pas une concentration dangereuse en matière de filière musicale. Il faut surveiller, il faut faire attention, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certains festivals qui avaient bénéficié de subventions publiques et qui sont regardés par des gros acteurs. À partir du moment où il y a plusieurs gros acteurs et où il y a un équilibre avec des festivals qui irriguent dans tous les territoires, l'important, c'est qu'il y ait de tout, c'est qu'il y ait une diversité qui est maintenue. Pour l'instant, on estime qu'elle est maintenue, mais c'est vrai qu'il y a une tension qui est liée au prix des cachets, et le prix des cachets risque d'accroître la concentration dans les festivals. Enfin, Madame Descamps, oui, on a un problème de tournée aux États-Unis. Ça coûte déjà rien de prendre les visas, il faut être accompagné, il faut tout doublonner. Ça coûte entre 10 15 000 $. Donc moi, je souhaite que les États-Unis puissent baisser s'il y a des échanges. Ça relève plus de la diplomatie ou du ministère de la Culture, ça, de dire on favorise les tournées. Mais vous savez, les États-Unis, eux, oui, c'est compliqué. Ça coûte très cher pour un... Et bien justement, la stratégie d'exportation que je propose, c'est justement de dire on va prendre en charge totalement le coût de tournée pour certains. On le fait un peu, on peut le faire davantage. On peut dire, écoutez, nous, CNM, on décide que tel artiste mérite d'être promu. Eh bien, sa tournée aux États-Unis, on va la favoriser. Vous voyez, là, la musique enregistrée aussi, il y aurait intérêt. Je souhaite que, effectivement, ce que vous dites est intéressant sur travailler avec Accor, on le fait un peu, etc. Mais ça, à mon avis, ils le font beaucoup dans le cinéma. Je pense qu'il faut le faire davantage peut-être dans la musique. Voilà, j'ai répondu. Ce qui me permet de répondre à la présidente sur le fait que le modèle du CNC, oui, le modèle du CNC, on le voit. On ne peut pas faire le CNM comme le CNC, c'est des industries différentes, c'est une histoire différente. En revanche, il y a une robustesse d'un financement, d'un fonctionnement dont on peut s'inspirer. Cette robustesse, c'est la solidarité, c'est le fait que les fonds de catalogue financent les nouveautés, et c'est le fait qu'à chaque fois qu'il y a un canal qui est créé, eh bien, il participe de façon équitable au financement d'une filière dans son ensemble. Merci, monsieur le sénateur. Donc, nous allons passer à une nouvelle série de questions avec, pour commencer, Céline Calvez, pour 1 minute. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, vous l'expliquez dans votre rapport, le projet de maison commune de la musique du CNM a déjà porté ses fruits et doit continuer à prospérer. Il joue un rôle essentiel dans le développement et le soutien des acteurs de la musique en France. Et parmi ses missions figure notamment celle d'assurer une veille des technologies et de soutenir l'innovation en accompagnant le secteur dans ses transformations. Le CNM se doit dès lors de se maintenir à la pointe des avancées technologiques et des nouvelles tendances de l'industrie musicale. C'est notamment en encourageant la collaboration entre les différents acteurs de la musique afin d'exploiter les opportunités offertes par ces nouvelles technologies. Je pense à l'intelligence artificielle d'ores et déjà utilisée par les plateformes de musique pour les logiciels de recommandation musicale ou encore la détection des faux streams. En effet, une telle mutualisation des efforts en recherche permettrait au CNM de rassembler ses connaissances approfondies sur les évolutions de ce secteur et d'explorer les nouvelles approches pour la création et la distribution dans l'industrie musicale. À votre connaissance, quels sont les projets des CNM qui impliquent cette mutualisation et donc qui dégagent des marges de manœuvre pour le secteur de la musique? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Elisabeth Paulet. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Bargeton pour vos conclusions sur votre rapport relatif au financement de la filière musicale. Ces 2 dernières années, la filière musicale a vu son économie bouleversée entre les conséquences de la pandémie et la révolution numérique. La concurrence internationale s'accroît avec notamment le succès de la K-pop, ce genre de musique venant de la Corée du Sud. Vous estimez que la France ne doit pas se laisser imposer une hégémonie culturelle par les acteurs dominants internationaux, pour vous citer. Pensez-vous que le Centre national de la musique puisse embrasser pleinement ce rôle ?
L'export est primordial tant pour l'économie que pour le rayonnement et l'influence de la France. Dans ce contexte où divers signaux de fragilité s'élèvent, que préconisez-vous pour développer l'export des productions musicales françaises et notamment celles francophones? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Béatrice Piron. Le micro. Voilà, merci. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Sénateur pour votre rapport relatif au modèle de financement du CNM qui est très intéressant. Aujourd'hui, donc, les modes d'écoute de la musique ont considérablement évolué et vont vers une mesure beaucoup plus numérique et vous proposez donc une taxe streaming. Actuellement, depuis quelques années, donc une discussion existe et ma collègue a déjà posé une question qui comparerait le modèle MCPS, Market Centric Payment System, qui favorise les titres les plus écoutés par les utilisateurs intensifs, et par rapport à une autre mode de rémunération appelée UCPS, User Centric Payment System, qui distribuerait les paiements de l'utilisateur sur la base de ses écoutes réelles. Donc actuellement, les artistes qui sont dans des tendances relativement peu écoutées, donc vous avez évoqué la musique classique, le jazz ou les chansons, on va dire, en langue régionale, aujourd'hui ont déjà beaucoup perdu en rémunération par rapport au modèle de vente de disques. Ne pensez-vous pas que positionner une taxe supplémentaire sur le streaming va encore plus faire perdre de revenus à ces artistes de tendance minoritaire? Ne devrait-on pas attendre la fin de l'étude sur les modèles de financement avant de rajouter cette taxe? Merci. Merci Madame la députée. Hendrik Davy. Monsieur le sénateur, à l'occasion de la niche parlementaire de notre groupe, nous avions déposé une proposition de loi pour mettre fin à la concentration dans les médias et l'industrie culturelle. Je voulais revenir sur ce sujet important puisque la musique n'échappe pas à cette excessive concentration des entreprises qui la produisent et à la marchandisation de la culture qui l'accompagne. Tout cela a des effets sur la création. Celle-ci est soumise à des règles de rentabilité qui ont tendance à brider l'originalité et à conduire à une uniformisation. 3 entreprises, Universal, Sony et Warner, se partagent les 3/4 du catalogue mondial. Vous avez d'ailleurs aussi signalé un accaparement de la chaîne des valeurs à toutes les étapes, et notamment sur l'organisation des concerts, et ça c'est nouveau. Les petits festivals ont du mal à exister face à ceux qui sont financés par de grands groupes. Une centaine d'entre eux ont d'ailleurs lancé une campagne en 2022, la campagne « Vous n'êtes pas là par hasard », pour rappeler que la culture n'est pas une marchandise comme une autre. Quel est votre point de vue sur leurs propositions, et notamment, 3 d'entre elles, la mise en place d'une veille régulière et active sur les phénomènes de concentration, une loi garantissant l'indépendance des entreprises culturelles et un encadrement des aides publiques à destination des festivals portés par les groupes. Merci. Merci Monsieur le député. Emmanuel Antoine. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur. Le Jeune Centre national de la musique a été extrêmement réactif et depuis 2020 a largement fait ses preuves. À l'automne dernier, lors de la présentation de mon rapport pour avis sur les crédits de la mission culture, je soulignais que la question de la pérennité de ces moyens financiers se posait. Ces ressources avaient effectivement déjà vocation à devenir limitées et incertaines à partir du 1er janvier 2023. Je préconisais alors l'attribution de ressources suffisantes et stables à cet organisme, notamment par un amendement qui visait à instituer une contribution du streaming musical, dont il apparaissait évident que cette solution s'imposait. Cet amendement n'a malheureusement pas pu être discuté du fait du recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution sur le projet de loi de finances. Il n'a pas été repris par le gouvernement qui, à la place, a sollicité cette mission. Alors, Monsieur le Sénateur, pourquoi avoir attendu autant de temps pour proposer une solution identique au risque de fragiliser le CNM? Merci Madame la députée. Fabienne Colbock. Merci Madame la Présidente. Monsieur Bargeton, je vous remercie pour votre rapport qui constitue un travail d'envergure sur la stratégie au financement de la filière musicale. La question de la création d'une taxe sur le streaming musical est un enjeu majeur pour la filière, mais je souhaiterais vous interroger aujourd'hui sur l'exportation de la musique au sein même de nos territoires. Vous indiquez dans votre rapport que les actions territoriales entreprises par le CNM vont dans la bonne direction, mais qu'elles doivent gagner en ampleur. L'accès à la musique, aux salles de spectacle, aux enseignements musicaux et bien d'autres encore varie d'un territoire à l'autre. Concernant les orchestres nationaux en région, certains territoires comme la région Centre-Val de Loire se discutent en ce moment la possibilité d'un tel orchestre permanent. Selon vous, le CNM pourrait-il mettre en place un fonds d'innovation afin de soutenir ou accompagner ces orchestres nationaux en région ou même les orchestres de jeunes essentiels à la valorisation de la musique et de l'éducation musicale dans le territoire, notamment en ruralité? Je vous remercie.
Merci, Madame la députée. Laurent Croisier. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour votre travail de fond et la qualité de votre rapport. Vous appelez à une stratégie offensive, ambitieuse pour la filière musicale française. C'est une volonté que nous partageons. Pour cela, vous apportez des préconisations, notamment concernant le Centre national de la musique. Au regard de vos auditions et pour concrétiser vos préconisations, par exemple susciter l'innovation ou collecter et analyser davantage de données, considérez-vous que le Centre national de la musique est aujourd'hui en capacité de remplir ses missions nouvelles à ressources humaines constantes? Merci. Merci, Monsieur le député. Béatrice Bellamy. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Sénateur, je vous remercie pour votre exposé clair. Il est temps effectivement d'avoir une stratégie forte et durable pour la musique en France. Votre rapport préconise une filière musicale française ambitieuse, un centre national de la musique renforcé et propose des pistes de financement pérennes très intéressantes, notamment avec l'instauration d'une contribution spécifique de la musique enregistrée à travers les services de streaming payants et gratuits calqués sur le modèle du cinéma. Mais la période est ressentie comme difficile sur le plan de l'éducation, de la formation musicale et de la décentralisation. La formation est un gage pour l'avenir de la musique française et les acteurs locaux peuvent apparaître inquiets pour l'avenir. Le rôle des collectivités est primordial pour structurer l'ensemble de la filière. Il y a une demande de clarification entre collectivités et CNM pour assurer un financement à tous les étages. Pouvez-vous nous dire, suite à de très nombreuses auditions que vous avez menées et dans la continuité de la sortie de votre rapport, si vous avez des éléments sur la décentralisation pour plus d'efficacité autour des agences régionales en lien avec le CNM? Merci, Madame la députée. Carl Olive. Madame la Présidente, merci. Monsieur le Sénateur, je souhaitais ici changer de focale et vous interroger sur la bonne représentation du Conseil national de la musique et les craintes qui ont pu voir le jour à l'automne dernier pour la filière de la musique urbaine. Vous le savez, celle-ci se sent peu ou mal représentée par le CNM. Ces artistes et labels se sont souvent construits de manière indépendante et le streaming est devenu une source de revenus importante et un bon moyen de se développer. Or, cette taxe sur le streaming proposée par des amendements à l'automne a ravivé les craintes et le sentiment d'être peu représenté dans ces instances. Vous le savez, le rap est aujourd'hui la musique la plus écoutée en France. De nombreux projets sont construits dans nos territoires, et notamment des projets pédagogiques autour du rap et de la musique urbaine. Je pourrais vous citer un exemple à Poissy avec un centre d'expression, La Source. Aussi, quelles évolutions et quelles réponses apporter à ces artistes, ces jeunes rappeurs et cette industrie musicale pour que celle-ci soit pleinement intégrée dans ses réflexions financières et politiques? Comment permettre d'assurer un meilleur soutien financier via le CNM aux artistes de musique urbaine? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Francis Dubois. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Sénateur, dans la troisième partie de votre rapport, vous faites le constat de l'existence de failles de marché pour la filière musicale qui justifient une intervention publique. Vous précisez notamment que l'accès aux contenus culturels et leur diffusion est un enjeu de politique territoriale et vous posez la question de l'équité de cet accès selon les territoires. Disposer d'un maillage de lieux dédiés à la culture musicale sur tout le territoire, y compris en zone rurale, est en effet essentiel. Salle adaptée pour le spectacle vivant, mais surtout école de musique. Également, l'animation locale par la tenue de festivals sont indispensables en milieu rural, car les plateformes de streaming ne peuvent suffire à régler cet enjeu de diffusion. Quelles pourraient donc être les missions du CNM dans ce domaine? Comment associer au mieux les collectivités territoriales dans ces missions? Par ailleurs, nous avons bien compris que la proposition phare de votre rapport est la mise en place d'une contribution streaming. Comment et dans quelle mesure cette contribution pourrait-elle améliorer l'accès aux contenus culturels au cœur de nos territoires ruraux, notamment en Corrèze? Merci, Monsieur le député. Christophe Marion. Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur le Sénateur, dans la lettre de mission adressée par Madame la Première ministre, il était évoqué la nécessité d'établir un bilan des 3 premières années de fonctionnement du CNM et d'apprécier si cet opérateur était outillé pour répondre aux défis du secteur. Il était demandé de répondre à cet objectif par 4 actions principales, dont la dernière consistait
en la formulation de propositions quant à la façon dont le CNM devait assurer la gestion de ses ressources. Sur ce sujet, la Cour des comptes a réalisé en septembre 2021 un audit flash du soutien du ministère de la Culture au spectacle vivant pendant la crise Covid, dans lequel elle remarquait que l'allocation des aides ministérielles déployées par le CNM n'avait pas été évaluée malgré l'importance de leur montant et leur concentration vers les bénéficiaires les plus structurés. Dès lors, je me demandais si dans votre recherche de financement complémentaire pour le CNM, vous aviez intégré la rationalisation des financements existants, puisque vous relevez que la pertinence des dispositifs et leurs effets ne peuvent être actuellement correctement mesurés. Enfin, à votre connaissance, le CNM a-t-il établi depuis 2021 une politique d'évaluation de son efficience budgétaire ou est-il bientôt en mesure de le faire? Merci, monsieur le député. Emmanuel Pellerin. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour la qualité de vos travaux. Aujourd'hui, le streaming est la première forme d'engagement musical. Elle représente 68% de l'écoute de musique à l'échelle européenne. Si cette progression ne cesse d'augmenter, il faut toutefois noter que celle-ci se fait généralement au détriment de la création, avec des modèles de diffusion qui ne sont pas rémunérateurs pour les créateurs. Pourtant, dans votre rapport, vous proposez de créer une taxe streaming à hauteur de 1,75% sur le chiffre d'affaires des plateformes de musique en ligne, gratuites comme payantes. La création d'une telle taxe risque alors d'entraîner une paupérisation des créateurs, puisque celle-ci réduira l'assiette de calcul de leurs revenus. Dans ce contexte, ne pensez-vous pas que la création d'une taxe de streaming pénalise, plus que de mesure, les artistes, les créateurs et les éditeurs de musique en ligne? Merci infiniment. Merci, monsieur le député. Alexandre Portier. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, une des missions du CNM est de favoriser, je cite, l'égal accès des femmes et des hommes aux professions musicales. La lettre de mission de la ministre de la Culture pour la réalisation de ce rapport mentionnait précisément son souhait de disposer d'un diagnostic, je cite à nouveau, quant aux besoins de financement de la filière musicale et en particulier de la musique enregistrée au regard de différents enjeux, dont celui d'égalité femmes-hommes. Or, le rapport ne traite nullement de ce point. Pourtant, un rapport publié par le CNM en février dernier sur la place des femmes dans la filière musicale démontre que les femmes sont 2 fois moins visibles que les hommes dans la filière musicale. Le CNM mène d'ailleurs une politique de soutien aux projets en faveur de l'égalité des sexes. Depuis 2020, l'institution a ainsi soutenu 229 projets en ce sens pour un montant de 3,39 millions d'euros. L'absence d'analyse de cet enjeu signifierait-il que l'effet escompté est atteint? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Belkir Belhaddad. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur. Ma question portera sur l'approche concrète à appliquer pour parvenir à la mise en place d'une politique de la filière musicale en France à travers notamment les questions de formation et d'identification des métiers en tension que vous évoquez dans votre rapport. Celle-ci ne peut se faire ni se construire sans les acteurs de l'emploi et de la formation d'une part et les collectivités locales d'autre part, ce depuis les territoires. Comment veiller, Monsieur le Sénateur, à ce que l'ensemble des acteurs concernés sur les territoires soient bien associés à la construction de cette filière industrielle nationale? Quelles sont vos préconisations en la matière pour organiser et coordonner ce mouvement dans la durée? Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur le sénateur, c'est à vous pour cette nouvelle série de réponses. Merci, Madame la Présidente. Beaucoup de questions très intéressantes et fournies. Donc, oui, Madame Calvez, en effet, l'innovation, c'est le deuxième pan de la stratégie parce que c'est un vrai sujet pour la musique. L'intelligence artificielle, mais pas seulement. Il y a la question de la billetterie avec la blockchain, il y a la question de NFT sur les droits, il y a des questions notamment sur les spatialisations sonores, les nouveaux casques, etc. Parce que la musique, voilà, dans le métaverse, il y a un énorme sujet du métaverse et des concerts de métaverse. Donc je crois que ça doit être clé et que le CNM doit être le lieu où on accompagne les artistes dans cette transition numérique, en effet, et que c'est un point clé. Madame Paulet, sur la K-pop. Alors, moi, j'aime pas trop parler de F-pop parce que on se dit que ça va aider seulement un certain type de musique et donc que, par exemple, la musique nouvelle. Mais non, une stratégie d'exportation doit aider aussi les ensembles classiques, dont certains marchent très bien à l'étranger et qui peuvent tourner. En revanche, l'idée d'avoir un volontarisme ambitieux, comme là, la Corée du Sud, pour l'exportation d'artistes, je pense que c'est tout à fait pertinent en France. Donc, on peut en effet s'en inspirer. Madame Piron, vous êtes revenue sur Market User-Centric. J'avais répondu tout à l'heure. Oui, on a tous l'impression, on croit que quand on écoute, on finance nos artistes. Ce n'est pas le cas, puisqu'en fait, c'est mis dans un paquet global et
vous financez à hauteur de la proportion de ce que vous écoutez par rapport à ce que les autres écoutent. Et comme c'est beaucoup les jeunes qui écoutent un certain type de musique, en réalité, si vous écoutez, vous, à 100% un type de musique, vous ne financez pas à 100% ce type-là. Bon, et donc, c'est contre-intuitif. Donc, tout le monde pense le contraire. Je pense en effet que ça mérite un travail approfondi. L'étude a été rendue, mais à mon avis, si vous voulez, une contribution, encore une fois, elle bénéficierait à l'ensemble du secteur par la dynamique qu'elle entraîne en termes de stratégie. C'est ça qu'il faut, à mon avis, qu'il faut voir. Monsieur Davy, sur les propositions que vous citez, la veille régulière sur la concentration, oui, par définition, je pense que ça peut être un des rôles du CNM, du ministère. Par définition, il faut regarder ce qui se passe dans un secteur. Donc ça, je ne peux que le partager. L'indépendance, il y a quand même des gros indépendants en France, je ne vais pas les citer pour pas... Bon, mais on a quand même une capacité d'avoir eu des indépendants qui ont su se développer avec des beaux succès. Et ça, je crois que ça mérite d'être souligné. Et d'ailleurs, ils soutiennent les recommandations du rapport. L'encadrement des aides en fonction de la taille, etc. Là, je suis moins... Si vous voulez, on ne peut pas dire à la fois que c'est une maison de toute la musique et commencer à priver les uns les autres. Parce que moi, l'idée, c'est quand même de rassembler. Je veux démontrer que cette stratégie, elle bénéficiera à tous. Donc si je commence à dire, non seulement les majors, on vous demande de contribuer, attention, vous serez exclus de tout, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on y arrive. Pareil avec le classique ou pareil avec les autres. On a plutôt intérêt à rassembler tout le monde, à dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait ensemble et à pouvoir avancer et sans fermer et sans exclusive a priori. Mais sinon, je partage ce que vous avez dit sur le fait que là aussi, les festivals doivent garder leur diversité. Il y avait une question sur la pérennité des moyens. Oui, Madame Antoine, je pense qu'on a pu... Le CNM disait lui-même qu'il passait l'année 2023 et que la question se posait pour 2024. Je pense que ça a été bon qu'on ait ce temps. Je pense que ça a été bon qu'on ait ce temps, au contraire, pour voir tous les acteurs, 250 personnes, poser un diagnostic, parce que justement, il y a eu le débat au moment du PLF, on pourrait l'avoir à nouveau au moment du PLF 2024. Le CNM a pu exercer son année en 2023, et maintenant, on a la base d'une réflexion commune entre parlementaires, avec les ministères, etc., le gouvernement, et puis il y a quelque chose qui est posé sur la table. Et je pense que ce temps a été utile, et je remercie la Première ministre de m'avoir confié cette mission sur proposition de la ministre de la Culture. Je pense qu'on a pu avancer et déblayer le terrain, tout en permettant au CNM de fonctionner cette année. Et pendant un an, oui, mais le débat, on l'aura en 2024, c'est sûr, pour le PLF 2024. Fabienne Colbock, oui, l'accès, les territoires, les orchestres nationaux, par définition, la musique classique est dedans. Si on fait un peu contribuer plus la musique classique, elle aura plus d'aide, elle sera davantage intégrée dans le CNM, elle l'est aujourd'hui, mais il faut vraiment qu'elle ait toute sa place. Et bien sûr que ça doit faire partie aussi des soutiens. Mais là aussi, en bonne entente avec les DRAC. Il y a ce qui relève des DRAC, et il y a ce qui relève du Centre national de la musique. Mais notamment sur l'innovation dans les territoires, par exemple, je pense que le CNM a tout son rôle. Il y a aussi il y avait une question sur la collecte des données. C'est pareil, la collecte des données, ça fait partie, en effet, de ce que le CNM doit renforcer. Il y avait une autre question sur la décentralisation. Je ne pense pas que le Centre national de la musique doive être décentralisé. Est-ce qu'il faut avoir des agents locaux du CNM alors qu'on a déjà des DRAC? À mon avis, ça créerait quand même des superpositions territoriales. Mais en revanche, il a vraiment accru considérablement son rôle territorial en signant des contrats de filière, en signant des conventions avec des grandes villes et ou certains départements. Il y a des départements qui ont signé avec le CNM en direct. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut continuer. Et comme il y avait une question sur aussi également à la fin de M. Belhaddad sur le même sujet, moi, je crois qu'il faut faire en fonction des territoires. Je veux dire, ça dépend des territoires. Bien sûr que c'est aux acteurs de la formation, aux acteurs culturels des territoires de dire mais le contrat de filière en Nouvelle-Aquitaine, il n'a pas la même tête que celui de l'Occitanie, et c'est tout à fait normal, parce que les priorités, elles peuvent être différentes, puis c'est pas la même implication. Il y a des territoires où la musique classique va venir tout de suite, et puis il y a des territoires où elle viendra après. Mais c'est pas grave. Je veux dire, il vaut mieux partir d'abord du terrain, des besoins des territoires, et le CNM, il est à disposition pour faire du sur-mesure en fonction des besoins qui sont exprimés. Sur le rap, je partage ce que vous dites, Monsieur Olive. Évidemment, il faut davantage associer et peut-être qu'il y a parfois une méconnaissance. Mais si on exporte des rappeurs, c'est bien aussi pour exporter les rappeurs de demain. Cette stratégie que je propose, elle est tout à fait favorable aux musiques urbaines aussi, parce que ça permettra de dire, écoutez, cette émergence locale, on a aussi peut-être l'idée de la faire vivre davantage. Parce que
on nous cite souvent dans les top 20 la musique nouvelle, mais il faut regarder l'ensemble des écoutes, où là c'est beaucoup plus varié, pareil sur la francophonie. Et puis, il faut aussi se dire que est-ce que c'est si streamé que ça à l'étranger, par exemple? Ce serait utile d'avoir le stream. Est-ce que nos grands rappeurs sont streamés dans tous les autres pays? Ça permettrait aussi d'accroître la découvrabilité, comme on dit, selon ce barbarisme, la découvrabilité, y compris de nos rappeurs à l'étranger. Et je crois qu'il y a vraiment une capacité d'association. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, comme dans vos territoires, notamment à Poissy, avec la source, etc. Mais ça, on peut, à mon avis, essayer de s'en inspirer au niveau national, mais on a besoin de cette stratégie. Là, on n'est plus dans une stratégie de type K-pop, entre guillemets, mais de type musique urbaine française. Oui, bien sûr, elle a toute sa place. Oui, ces musiques doivent mieux appréhender, mieux connaître le CNM et inversement. Ça veut dire qu'il faut aussi aller vers elles. Sur le maillage, oui, le maillage dans la ruralité. En effet, il y a un maillage de SMAC, notamment, et de salles qui sont aidées. Il est important, ce maillage. Il est en difficulté parce que certaines, les subventions soit baissent, soit sont maintenues alors même que les coûts augmentent. Donc il y a une capacité à devoir continuer à diffuser sur le territoire. C'est pourquoi je dis qu'il y a des failles de marché et que le CNM doit bien avoir continué à corriger ce qu'il fait aujourd'hui, et notamment en faveur du maillage. Il y a tout le sujet de la transition écologique des salles, où il faut faire aussi davantage, et complété par cette stratégie. Ce maillage des SMAG, cette labellisation, on en est fier, c'est une spécificité française, ça fait partie de l'exception culturelle, comme d'ailleurs l'ensemble du rapport dans ce que je propose, c'est vraiment, ça va dans le sens de confirmer et de renforcer notre exception culturelle. En effet, il faut trouver là aussi cette articulation entre les DRAC, ce qu'elles font en termes de subventions, de festivals, de lieux aidés, etc., et puis du CNM, qui, via des conventions avec les collectivités locales, peut regarder, par exemple, s'il y a des difficultés de recrutement, sur tout ce qui est transfert de savoir-faire, transfert de compétences, groupement d'employeurs. Il y a énormément de choses à faire dans les territoires ruraux. Et regardez en Nouvelle-Aquitaine, il y a vraiment de quoi s'inspirer. Il faut qu'on fasse... le CNM doit aussi jouer un rôle de circulation des bonnes pratiques, parce qu'il y a des choses formidables qui se passent dans les territoires, y compris ruraux. Ça fait partie de la stratégie que je propose. Savoir s'il a été outillé ou pas. Bon, le CNM me semble outillé. Oui, il faut sans doute renforcer son évaluation. L'évaluation des crédits d'impôt est en cours. Moi, je propose que dans l'attente de l'évaluation des crédits d'impôt, il soit prolongé, mais le CNM doit rendre une étude sur l'évaluation des crédits d'impôt. Et puis, sur son fonctionnement, il faut en profiter pour rationaliser, je le dis dans le rapport, il y a beaucoup de couloirs d'aide, beaucoup de commissions. Sans doute faut-il un peu optimiser tout cela à l'occasion d'une nouvelle stratégie. Mais moi, il me semble que ça a été extrêmement pertinent pendant la crise Covid, et c'est pertinent d'aider tous les acteurs. Attention au jardin à la française, dont j'ai tendance parfois à me méfier, qui consiste à dire on aide comme ça partout pareil, et puis on aide que les gros, pas les petits, ou inversement. Par culture, je pense qu'il faut faire vraiment du cousu humain en la matière. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rationaliser là où on voit qu'il y a beaucoup d'aide, parce que c'est vrai que les acteurs nous ont dit ces réunions elles sont quand même parfois très longues, il y en a beaucoup, etc. Voilà, il y a sans doute... franchement, le Centre national de la musique a vraiment fait un travail formidable en direction des acteurs. À l'occasion d'une stratégie, il peut fixer quelques grandes priorités et se dire on met le paquet sur l'exportation, sur l'innovation, et on continue ce qu'on fait en maintenant évidemment les aides actuelles. Sur un 75, je ne crois pas du tout que ça paupérisera les artistes, etc. Pas du tout, pas plus que le cinéma. Est-ce que le fondement de financement du cinéma a paupérisé le cinéma français? Franchement, si la musique avait eu ça, je veux dire, je pense que 40 ans après, les acteurs seraient ravis. Simplement, il faut se lancer. On est dans le moment de la croisée des chemins. C'est le moment où il faut sortir de soi, se dire on peut dépasser les intérêts, etc., se mettre d'accord et y participer tous. Mais personne ne peut dire que les créateurs français ont pâti du système qui existe en faveur du cinéma français. Certains les critiquer, il y a des choses qui vont pas, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que c'est tellement faible, mais ça peut introduire une dynamique tellement vertueuse que finalement, les artistes seraient réintroduits dans un système qui leur bénéficierait, comme ça existe dans d'autres industries culturelles. C'est le cas également pour le livre. Donc je pense qu'il faut essayer de dépasser ça et voir que ça prépare l'avenir, parce que sinon la France va continuer à réduire ses parts. Certes, on progresse, mais on est passé de 6% à 4%, on est désormais le 6e pays, 7e, 8e pays. C'est le moment où on peut se dire, écoutons, dépassons une forme de fait de moins se connaître, des égoïsmes traditionnels, etc., pour construire une politique industrielle en faveur de la musique, construite comme il existe pour le cinéma, et vous verrez que producteurs, artistes,
à terme, en bénéficieraient. Parce que c'est tellement faible. Et puis en plus, ça dépend de la répartition de ce 70%, de ce qui est sur la plateforme et de ce qui est sur le consommateur. Je crois vraiment que cet argument se retourne aussi en se disant que c'est aussi les artistes de demain auxquels il faut penser. L'égalité des femmes-hommes, non, on ne fait jamais assez. Monsieur Portier, bien sûr que non. Il faut continuer. Et les objectifs ne sont pas atteints en matière de musique, même si le CNM a réalisé une étude et une journée d'études sur le sujet, a fait des études et a montré qu'il avait vraiment essayé d'améliorer la situation. La situation n'est pas encore satisfaisante en matière d'égalité femmes-hommes dans la musique comme dans d'autres secteurs. Donc bien sûr qu'il faut continuer, comme pour la transition écologique, à maintenir cet objectif. Et je crois que j'ai répondu sur l'association des ensembles des acteurs en fonction des territoires. Voilà. Est-ce que vous voulez compléter je ne sais pas si vous souhaitez. Hein. Non, vous sentez... Monsieur le sénateur, j'ai répondu à tout, mais... Vous avez répondu à tout et avec, on sent une passion, mais qui transparaît aussi, qui transpire dans tout votre rapport. C'est précision et passion qui peuvent caractériser aussi ce rapport. Donc merci beaucoup de nous l'avoir présenté ce matin et merci aux collègues d'avoir posé de nombreuses questions qui ont permis aussi d'éclairer les réflexions et les travaux futurs. Donc nous nous retrouvons pour notre part mercredi prochain pour l'audition de la présidente du Conseil national du livre, donc à 9h30, et la ministre de la Culture à 15h. Bonne fin de journée.